Bonjour, nous allons aborder maintenant la question de la construction d'un dispositif de formation ouverte à distance. Avec moi, Jacques Perrondet, responsable d'ADO, Jacques Neymarck, responsable de Savoir Interactif. Alors il y a des points, des passages obligés dans ce processus. Écoutons déjà un témoignage. On ne peut plus ici être dans un contexte d'artisanat où une personne orchestre, modélise, construit ses ressources, les enseigne. Jacques, une réaction? Artisanat, industrie? L'utilisation fait du terme artisanat et de l'opposer à l'industrie me convient pas tout à fait. Si on regarde l'industrie du cinéma, on ne fait jamais deux fois le même film et on appelle ça une activité de prototypage. Et il me semble que dans le domaine de la formation, on ne fait jamais deux fois le même dispositif, on ne fait jamais deux fois les mêmes ressources. Et donc de ce point de vue-là, il me semble qu'on pourrait considérer qu'on a une activité artisanale, et artisanale, ça ne veut pas dire bricoler. Ça peut intégrer des concepts, des méthodes, de la rigueur et de l'exigence. Voilà ce que je voulais dire. Donc chaque projet est unique, si on pourrait dire. Par contre, éventuellement, il y a des tours de main, il y a des manières de faire qui permettent d'industrialiser une partie des... Je crois comme dans tout dispositif de construction, il y a des méthodes, je crois que c'est en cela auquel on peut faire référence à l'industrie, mais il y a beaucoup de créativité là-dedans. Et une recette appliquée une fois ne va pas forcément fonctionner dans un autre contexte. Donc c'est cette dimension créativité qui est peut-être à rapprocher de l'artisanat, et c'est bien cette conjugaison qui a voulu être exprimée, sur laquelle on est d'accord avec Jacques, bien sûr. Alors cela chamboule la place des acteurs, des organisations, des compétences, des habitudes de travail. Ça inquiète, non? La première fois peut-être, mais enfin, c'est quand même un projet. Donc il y a quand même une gestion de projet. Qu'à l'intérieur les choses soient nouvelles, effectivement, qu'on les requalifie, c'est peut-être plus motivant qu'inquiétant. Je n'ai pas vraiment constaté dans les opérations mises en place que l'inquiétude dure trop longtemps. Ça fait plutôt place à un enthousiasme au bout d'un moment avec les premiers résultats de construction. Donc c'est gratifiant au final, quoi. Oui, beaucoup plus qu'inquiétant. Est-ce que finalement il y aurait un homme à tout faire, un formateur qui à la fois serait capable de créer tout ça? Il y a quelqu'un qui essaie de tout faire, ou qui peut tout faire. Ça existe. En général, ils sont indépendants, mais ça peut être appréciable dans certains cas. On peut qualifier d'homme orchestre un pédagogue qui fait ses transparents et qui les projette, ou qui fait ses PowerPoint. Ça suffit parce qu'il est dans un face-à-face pédagogique et finalement c'est lui qui apporte la valeur dans l'acte. Dans des ressources construites, faites sur mesure, donc multimédia, qui sont les choses les plus complexes. Et si je vais très loin d'auto-formation, là, effectivement, on utilise plutôt des équipes, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir des spécialistes à chaque poste, que ce soit dans la conception, dans l'ergonomie, dans le graphisme, enfin les aspects de production média, dans l'informatique, mais que tous aient un niveau minimal pour pouvoir discuter, de façon à ne pas refaire des choses que d'autres ont fait ou à mal les comprendre, puisque c'est quand même, on se passe le sens. Hein. Le concepteur crée le sens, qui le passe, etc. Donc il ne faut pas qu'il y ait de faux sens ou de contresens comme ça qui s'introduisent au fur et à mesure du processus. Mais non, pas d'homme orchestre. En ce qui nous concerne, plutôt un orchestre avec un chef d'orchestre. Concernant les compétences, on va voir un témoignage là, sur l'articulation entre les compétences d'un pédagogue et les compétences... Est-ce qu'un pédagogue doit finalement devenir un technicien multimédia ou pas? Regardez. Je ne crois pas à l'homme universel et je ne crois pas au pédagogue qui connaît la technique Internet, la vidéo et le mixtage et l'étape de mixtage et tout ce qu'on veut. Hein, je ne crois pas du tout à ça. Je crois que chacun doit avoir son métier. Seulement, il faut qu'il y ait une initiation. Il faut que les gens qui fassent de la vidéo savent quand même un peu ce que c'est que la pédagogie, il faut qu'on leur en ait parlé, il faut que le pédagogue connaisse les possibilités de ce qu'on peut mettre sur un site internet, et puis après, c'est à une équipe à travailler en osmose, et c'est ça qui est un peu, qui est le plus difficile, je crois, à mettre en œuvre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a besoin d'un chef de projet, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le chef d'équipe, et puis qui coordonne. Alors, la formation ouverte à distance fait travailler ensemble des pédagogues, des informaticiens. Pas si évident que ça à faire travailler ensemble. Alors construire, c'est partager des savoirs. Jacques, que nous dit le référentiel sur ce thème? D'une part, on a rappelé que, en général, cette démarche, ça s'inscrit dans une logique de projet. Alors, ça paraît facile à dire, mais en l'occurrence, toutes les organisations ne sont pas toujours prêtes à fonctionner dans cette logique de projet. La seconde, c'est que
Tout à l'heure, je parlais de l'industrie du cinéma. Il y a quand même des grosses différences. C'est qu'en matière de formation, en général, on s'inscrit dans une logique de réponse à une demande. Et donc là, il faut qu'on retrouve la démarche de réponse à une demande de formation. Pour ce qui concerne les sous-processus, on en a principalement identifié deux. Celui qui est la construction du dispositif de FOAD, et le second, celui concernant la place des ressources de formation, les ressources pédagogiques, pour alimenter et permettre le déploiement du dispositif. Voilà. Alors, la construction d'un dispositif de formation ouverte à distance s'accompagne de création de ressources. Voyons quelques témoignages sur ce sujet. Il me semble, pour le vivre un peu sur le terrain, que la partie ressources est tellement importante qu'il faut bien y consacrer une partie, notamment sur l'utilisation de ressources existantes, comment faire de la veille, comment les utiliser, est-ce qu'on a le droit, un petit peu repréciser des choses au niveau du Code de la propriété intellectuelle par rapport à ça, et ensuite sur la création de ressources. Quand on ne trouve pas ce qu'on souhaite sur le marché, il est clair que là aussi, il y a beaucoup d'interrogations à l'heure actuelle dans les centres de formation. On s'aperçoit que les hiérarchies dans la construction des projets ne sont pas forcément partagées, tout au moins dans le déroulement, dans l'ordre dans lequel on prend les différentes opérations d'un projet. Alors que ça, il y a des connotations qui sont culturelles, entre guillemets, en fonction des organismes de formation qui partageaient leurs sentiments hier. Mais il y a aussi un problème de fond qui est un petit peu un conflit permanent autour de la FOAD entre les techniques, ceux qui développent les aspects technologiques, les aspects mis à disposition de la ressource, et ceux qui sont plutôt du côté de la pédagogie. Pour moi, la construction première, c'est le dispositif qui va permettre après de rechercher, de mutualiser ou de construire des ressources ad hoc. L'utilisation que l'on peut faire du potentiel extraordinaire de cet outil nous oblige à être beaucoup plus astucieux, beaucoup plus intelligents sur ce que l'on va proposer en matière d'ingénierie. Ce n'est pas seulement de reprendre et de rebricoler ce qu'on sait faire, c'est que là, il faut les réinterroger, les revisiter de ce point de vue, justement, de l'ampleur de ce que ça représente, et enfin, sans doute, être capable de construire ce que l'on a su mettre peu à peu en place sur ce qu'il en est de l'andragogie, c'est-à-dire de la pédagogie à destination d'adultes. On ne peut pas concevoir la conception des ressources pédagogiques en dehors d'un dispositif général de formation. Par exemple, un dispositif de formation complètement en auto-formation va nécessiter des ressources pédagogiques extrêmement bien scénarisées, dans lesquelles toutes les tâches d'apprentissage vont être orchestrées. Alors que si vous êtes dans un processus d'auto-formation mais beaucoup plus tutoré, vous pourrez vous contenter de ressources qui sont beaucoup plus approximatives et où les autres activités pédagogiques, les autres activités d'apprentissage pourront être prises en charge, soit par des médiations entre apprenants, soit par des médiations entre le tuteur et les apprenants, etc. Ça va dans le sens de ce que je disais, c'est d'abord l'ingénierie du dispositif, la réponse à la demande, les différentes modalités, et ensuite, quid des ressources qui sont absolument nécessaires pour alimenter un dispositif de formation ouverte à distance. Alors au niveau des ressources, est-ce qu'il y a un moyen infaillible de créer de bons outils en formation ouverte à distance? Ça interroge sur la pratique elle-même, est-ce qu'elle est correcte, ça interroge sur la finalité de l'outil, il est bon pour qui? Il est bon pour l'apprenant, il est bon pour l'entreprise qui le paie ou l'organisation qui le paie. Donc on va restreindre, on va se caler sur des outils multimédia, qui sont peut-être les plus complexes, en disant bon, qu'est-ce qui peut être correct pour les réaliser. On l'a vu tout à l'heure, on parlait d'équipe. Je crois que ce qui est important, c'est d'éviter les pertes de valeur dans l'équipe, c'est-à-dire de faire des choses à un endroit qui ont déjà été faites auparavant. On essaie d'identifier ça et d'avoir un processus le plus performant possible. Puis il y a des problématiques de validation, c'est là où intervient la relation avec le client, qui doit se rendre disponible là-dessus, de ne pas valider trop tard, de valider suffisamment aux bons endroits, de façon à ce qu'on ne hache pas trop le processus, mais qu'on intervienne au bon moment, quand il y a eu de la production de sens suffisante pour dire, bah là, effectivement, ça mérite de mettre un fanion, de dire c'est OK.
Voilà. Et puis je crois qu'il faut également interroger la capacité du client, parce qu'il y a des choses cachées dans ces processus qui se révèlent très souvent au niveau de l'expertise, dans la production de ressources, effectivement, mais on peut partir de quelque chose qui a été formalisé plus ou moins bien, parfois sur papier, parfois juste dans la tête de quelques personnes, et trouver quelques ambiguïtés dans le discours ou dans l'écriture qui ne résistent pas à la mise en image, par exemple. Là, il faut prolonger, voir ce qui est de caché dans le discours, et ça, c'est parfois difficile à trouver, voire on ne voulait pas le montrer. Donc il y a une démarche qualitative même sur le contenu, et je crois que tous ceux qui écrivent du contenu, qui écrivent des ressources, s'aperçoivent qu'ils font une démarche qualité sur le contenu lui-même et qu'on trouve des petits trucs qui étaient restés comme ça, éparpillés, ambigus dans la formalisation précédente. Donc vous aidez le client aussi à clarifier ses discours. Oui, bien sûr, et on est obligé de faire ça, et tout comme nous, on est obligé de se plonger dans le métier du client et dans ses habitudes également. Je crois qu'il y a ce partage, cet enrichissement. Je m'inscris tout à fait dans la logique de ce que vient de dire Jacques Perrondet, mais disons le bémol, c'est que ça laisserait penser que les ressources, c'est forcément de la production de ressources originales. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ce serait une erreur de laisser penser ça, alors qu'il y a au moins 3 autres éléments ou dimensions, c'est-à-dire utiliser les ressources existantes, ce qui suppose d'être en veille, de connaître l'offre existante. Le second point, ça serait adapter, numériser des ressources papier-crayon qui existent et qui seraient susceptibles d'être utilisées dans un environnement numérique. Et puis, plus récemment, je dirais, le cours filmé dans un environnement riche média pour l'enrichir. Voilà. Tout à fait. Bien, écoutez, merci pour vos interventions. Au revoir et à bientôt.